Hello les amis, comment allez-vous? Nous on va très bien. On est en France, ça y est. Très content aussi d'être là. Euh, J'espère que de votre côté tout va bien. Certains sont déjà partis en vacances, d'autres travaillent encore comme nous. Aujourd'hui on est au domaine de Mafflier qui est un endroit qu'on adore, qu'on a refait récemment. Et, euh, et du coup, vous voyez derrière moi des teintes de verre bouteille, qui est bien sûr parmi les couleurs qu'on adore. Et aujourd'hui, on reçoit Corinne Ménégo, qui est une grande dame du tourisme et de l'hospitality, qui est officiellement directrice générale de l'Office du tourisme de Paris et des congrès de Paris. Voilà. Alors, vous allez me dire pourquoi un talk avec elle? Parce que c'est une visionnaire de nos métiers, parce que Paris est vraiment au cœur de notre... la voilà qui arrive, qui est vraiment au cœur de... Hop là, je commence. Je pense qu'elle arrive. C'est vraiment au cœur de tout ce qu'on aime, bien sûr, en France. Et puis, hello Corinne, Salut, comment ça va? ça va bien? Bon, écoute, j'étais en train de raconter un peu qui tu étais et pourquoi est-ce que j'avais eu envie qu'on fasse ce talk ensemble euh, autour de ton savoir-faire, de ta passion, de l'hospitality, du bien recevoir, d'un certain goût de la tradition française. Et en plus, Paris est vraiment au cœur des sujets de discussion, je trouve, en ce moment, parce qu'on vit une période totalement inédite. Et moi, je voulais aussi t'entendre pour savoir, voilà, un peu comment est-ce qu'on fait pour piloter un projet et une action comme la tienne en des temps aussi étranges et étonnants. Alors, si tu peux déjà un peu nous parler de toi, nous raconter un peu ton Ma parcours. vie, mon œuvre. Ouais, carrément. Oui, alors après, effectivement, j'ai rejoint l'Office du tourisme il y a 18 mois. Avant, j'ai beaucoup travaillé notamment dans l'organisation de salons, donc c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est connus. Absolument. Et notamment, enfin, outre le fait que j'ai eu mes propres salons, j'ai monté des boîtes, j'ai organisé pas mal de choses pour un certain nombre d'acteurs. Mais effectivement, du coup, récemment, j'ai pendant 10 ans géré un portefeuille d'une vingtaine de salons chéris d'exposition. Et j'ai eu la chance d'avoir un portefeuille assez magnifique puisque j'avais à la fois l'hôtellerie-restauration avec notamment Équipe Hôtel, mais également des salons comme Bijorka, plus liés à l'univers de la mode, mais aussi tout ce qui est art et culture, avec aussi bien de la pop culture avec Comic-Con que la FIAC, Paris Photo, le livre, etc. Donc Incroyable. ça m'a effectivement donné l'occasion de voir beaucoup de secteurs différents, y compris d'ailleurs à Paris et à l'international, puisque j'avais la chance aussi d'avoir des salons à l'étranger. Donc je travaille beaucoup avec les US, mais aussi beaucoup avec le Maroc. Donc, où on s'est également rencontrés. C'est exactement. Non, mais en plus, ce que je trouve vraiment hyper intéressant dans ce métier et que j'aimerais bien que tu partages un peu avec les copains qui nous écoutent, c'est comment ça se fabrique, comment on fait un salon. Parce que moi, je sais que tu as une vision, vraiment une vision globale de où est-ce que tu veux emmener les salons, mais au day-to-day, dans le quotidien, comment on fait? Oui, alors après, les salons ne sont, en fait, comme je dis souvent, notamment à mes étudiants quand je fais des cours sur le sujet, mais le salon n'est qu'une réponse à un besoin à un moment donné. Donc, il faut qu'il y ait un vrai besoin de rencontre entre des fournisseurs et des acheteurs, pour faire simple. Donc, moi, je suis une fervente défenseuse du salon en tant qu'outil de relation commerciale. Donc, il faut qu'il y ait aussi un besoin de transaction et de se rencontrer pour pouvoir faire des transactions, qu'elle soit chère, pas chère, à la limite, ça n'a pas d'importance, que ce soit du service ou du produit, ça n'a pas d'importance non plus. Mais il faut qu'il y ait un vrai besoin de cette rencontre pour que ça fonctionne. Et pour moi, le directeur de salon, comme ses équipes, mais surtout le directeur de salon, il incarne vraiment un outil au service effectivement d'un secteur. Et ça a été en tout cas moi ma vision quand j'ai dirigé Équipe Hôtel, qui était vraiment de dire un salon doit être un outil pour tous les fournisseurs pour pouvoir rencontrer leurs clients. C'est important aussi pour que les clients puissent trouver des nouvelles solutions et des idées. Alors, je disais souvent deux choses. Il y a si n'importe quel restaurateur ou hôtelier qui vient sur un salon comme Équipe Hôtel repart avec une idée, on a gagné. Parce que c'est ça l'intérêt, c'est qu'en fait, Ouais. effectivement, il faut que ce soit plein d'idées nouvelles et que ça ouvre un peu les chakras de tout le monde. Et puis, on m'a fait un très joli compliment un jour en me disant qu'on avait réussi, que j'avais réussi à faire qu'Équipe Hôtel soit un salon d'utilité publique. Et ben, je pense que c'est exactement ça la mission, effectivement, d'un événement et de l'organisateur de l'événement.
Super. Et au fait, bon, là, on parle d'équipe hôtel qui est plutôt un salon professionnel, entre guillemets, mais je crois que tu t'es aussi intéressé à des salons pour des particuliers et des gens qui peuvent, tout un chacun, vous pouvez venir. Et est-ce que ça, c'est une offre qui est vraiment différente ou est-ce que c'est la même chose? Non, c'est assez différent. Pour le coup, moi, j'ai eu à la fois des salons et puis j'ai produit moi-même des expositions pour le grand public, Mhm. puisque j'avais produit l'expo super-héros DC Ouais, Comics c'était génial. l'été 2018. Et en fait, je crois que ce qui est important dans ces sujets-là, c'est un peu le même sujet, c'est-à-dire que c'est de l'animation de communauté de la même façon. Je pense qu'un salon grand public, ça fonctionne si les gens qui le visitent partagent une même passion pour un sujet, parce qu'à un moment donné, on vient aussi pour ça. Et il faut que ce soit très expérientiel, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une valeur ajoutée qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est le cas, par exemple, du Salon du Livre, où on vient sur un salon pour rencontrer des auteurs, ou sur Comic-Con, où on rencontre en Ouais, fait des stars et des gens en direct, chose qu'on ne pourrait pas faire ailleurs. En revanche, on peut regarder des séries de chez soi, ça n'a aucun intérêt de venir les voir en live. ouais, bien sûr. L'intérêt, c'est de rencontrer des gens et d'être aussi un vrai acteur de sa propre communauté. Et là, le directeur du salon a également le même rôle, hein. Il doit pouvoir animer cette communauté et connaître vraiment les attentes, entre guillemets, de ses fans. C'est encore plus marqué juste que l'attente du visiteur doit être vraiment prioritaire. Mais en B2B, c'est la même chose. Si les clients, au final, ne trouvent pas ce qu'ils veulent sur un événement, Ouais, ça c'est sert à clair, rien de le faire. c'est clair. Donc, Mais alors, dis donc, c'est quoi l'avenir du salon par les temps qui courent? bah ça, on La verra. Je question crois que piège. non, oui, mais après c'est une question qu'on se pose depuis déjà longtemps. On sait bien qu'on est dans une société qui a considérablement évolué, notamment en termes digital. Donc forcément, ça remet en cause un certain nombre de modèles et c'est bien normal et c'est légitime. En revanche, moi, je ne crois pas à ce que le digital remplace totalement un jour la rencontre physique. Donc, je pense que ça ne peut pas exister parce qu'à un moment donné, on a besoin aussi de cette relation avec sa communauté. On a besoin de se serrer la main. Alors, en ce moment, c'est pas très Covid compliant, mais de se serrer la main, effectivement, pour dire on fait une affaire ensemble. Enfin, voilà. Donc, il y a aussi cette dimension-là qui fait ce qu'on est humain. Donc, c'est aussi pour ça que c'est bien. En revanche, je pense que c'est une crise qui va accélérer les mutations qui étaient déjà engendrées avant. C'est-à-dire que c'est pas un virage à 180 degrés, c'est juste une accélération parce qu'on se retrouve face à un mur à un moment donné, mais ce sont des tendances qu'on a déjà depuis des années en fait. Donc les Ouais. organisateurs sont déjà penchés dessus, pas tous avec succès ou pas tous avec réussite, mais en tout cas, ça fait partie effectivement des sujets de réflexion qu'il va falloir avoir. Je crois qu'on est dans un monde différent où il n'y a plus un seul canal. Le salon fait partie des canaux de la distribution et des canaux d'information. Il faut qu'il trouve sa place et qu'il sache vivre avec le digital aussi, ce qu'il n'a pas complètement apprivoisé jusqu'à présent. Ouais. Alors là, écoute, la prochaine étape qu'on va vivre, surtout dans les métiers de l'hospitality, c'est maisons et objets qui va être donc digitalisé puisque le salon a été annulé en septembre. Donc c'est vrai que ça va être la grande inconnue de savoir comment est-ce que tout ça va se passer et est-ce que on va avoir la même excitation à aller voir le salon, effectivement le rapport avec les fournisseurs, avec les idées qu'on peut y trouver. On ne sait pas vraiment comment tout ça va se passer. Ça va être le grand Non, plongeon. oui, ça va être intéressant de voir. Après, je pense que le digital ne doit pas se penser de la même façon qu'un salon. Donc, le côté notamment événementiel dans le digital n'est pas tout à fait le même sujet. On n'est pas sur des concentrations qui sont aussi longues. On n'est pas effectivement. Le principe du digital, c'est d'être assez libre de ses choix quand on veut, où on veut. Ouais, Donc, faut pas le contraindre à un espace-temps qui ne serait pas justifié, qui est l'espace du salon, mais qui n'est pas justifié dans le digital. Après, Maison et Objets, effectivement, a pris cette décision difficile parce qu'en ce moment, c'est sûr que la clientèle internationale ne pourra pas venir en septembre, mais on le sait tous, donc ça va être ouais, un sujet. Décision que je comprends parfaitement. Après, c'est quand même couplé encore avec une opération physique, donc on n'a pas complètement oublié puisqu'il y a le Paris Design Week ouais. qui permettra notamment aussi d'avoir ce côté peut-être festif et un peu plus communautaire qu'on aura à un moment donné sur un temps donné pour le coup. Ouais. Mhm. Voilà, ce qui n'empêchera pas d'être un support pour un volume d'affaires en workshop digital qui peut effectivement exister de manière un peu événementielle. Ouais. Alors justement, euh, toi, maintenant, dans ton nouveau poste, alors déjà, qu'est-ce que tu fais de façon très opérationnelle et pragmatique? Ça, c'est ma première question. Et ensuite, bah, comment est-ce qu'on va vivre les prochains mois dans la capitale? Alors, je pense qu'effectivement, les prochains mois vont être compliqués. Moi, aujourd'hui, je dirige l'Office du tourisme. Donc, je suis arrivée effectivement il y a 18 mois. Donc, autant dire que j'ai fait quand même pas mal de gestion de crise, parce que je suis arrivée
avec les gilets jaunes. Donc, Voilà, on a commencé. le truc de J'ai malade. fait les gilets jaunes, les grèves, les manifestations, Notre-Dame qui a brûlé, et maintenant le Covid. Donc je pense que c'est bon. Là, c'est bon. T'as la Donc voilà. Donc je totale. fais beaucoup de gestion de crise. Non, mais blague mise à part, effectivement, l'Office du tourisme a un rôle quand même assez important aujourd'hui à Paris, mais comme partout ailleurs, hein, pour les autres offices du tourisme. C'est-à-dire qu'on est une association qui fédérons les professionnels de l'écosystème touristique parisien. Donc on a 1700 professionnels aujourd'hui qui sont adhérents. Donc on a un vrai rôle d'accompagnement, de levier effectivement d'affaires pour eux, et en tout cas de les aider dans leur promotion effectivement de leurs services auprès du public touristique. Et on a effectivement une autre grande mission, pour faire simple, qui est la promotion de la capitale sur les publics touristiques, qui soient à la fois individuels ou affaires. Le Paris a ça de particulier que 50, en gros c'est 50-50, c'est-à-dire 50% du business touristique est lié à la clientèle loisir individuelle, donc le voyageur comme nous quand on va en voyage quelque part, et 50% lié à la clientèle affaires, c'est-à-dire les voyageurs d'affaires qui viennent soit pour une réunion, soit pour une convention, soit pour un incentive, un événement d'entreprise, un salon, etc. Et notamment on porte beaucoup les candidatures pour les grands événements. C'est-à-dire que vous voyez souvent des grands congrès médicaux notamment, ou des grands événements sportifs qui tournent en fait dans le monde. Et en fait, il y a un enjeu pour savoir qui va être la prochaine ville hôte de ces événements-là. Et on a un vrai rôle là-dessus, je dirais, de candidature et de réponse aux candidatures pour promouvoir la ville, pour essayer d'attirer ces événements-là, parce qu'on sait bien que ce sont des événements qui sont extrêmement contributifs pour la dimension économique de la ville et les acteurs qui s'y trouvent. Bien sûr. Mais alors du coup, durablement, on va pas penser le tourisme de la même manière, j'imagine. Comment est-ce que tu as déjà mis en place des choses? Comment on fait? Oui, alors là, évidemment, on a été beaucoup, je dirais, après le degré de stupeur, de stupéfaction, effectivement, de sidération, presque, on pourrait dire, de l'impact Covid, et du jour où on nous a dit, bah, vous êtes tous confinés, donc bon. Donc évidemment, on est tous passés globalement en télétravail, sauf les gens qui étaient en point d'accueil et qu'on a dû mettre au chômage partiel, puisqu'il n'y avait pas de gens à recevoir. Après, on a eu un gros rôle d'accompagnement justement des professionnels sur le décryptage des mesures, même écrire, on va même jusqu'à écrire, je dirais, des éléments de langage pour qu'ils négocient avec leurs clients les annulations de séjour, parce qu'on a eu ça. Aujourd'hui, on est passé déjà dans une étape un peu plus, je dirais, accompagnement de la reprise, très progressive, hein, parce qu'on sait bien que l'été et les mois qui viennent vont être très progressifs en termes de reprise d'activité. Parce qu'ils dépendent d'une situation mondiale qui est bien évidemment aujourd'hui celle qu'on connaît et qui évolue tous les jours en plus, et donc avec beaucoup d'incertitudes. Donc des gens qui réservent assez peu leur voyage, même s'ils ont envie de voyager, des entreprises qui ont annulé leurs événements. Enfin voilà, donc on est quand même dans un climat qui est assez compliqué. Donc notre rôle va être effectivement de rassurer les touristes et les gens qui voudraient venir. Donc on a créé notamment une charte d'accompagnement qui s'appelle la Caring Attitude, qui permet notamment de rassurer sur tous les points de contact qu'on peut avoir dans une ville. C'est-à-dire qu'effectivement, si on arrive demain à l'aéroport, qu'est-ce qui se passe? Si je prends un taxi, comment ça marche? Les transports, les restaurants, etc., etc. Donc, on travaille beaucoup là-dessus et on a lancé un peu de campagne, effectivement, autour de ça, des relations presse, évidemment. Après, en toute honnêteté, on est bien évidemment déjà dans une politique de promotion pour la reprise, mais on sait bien que les mois qui viennent vont être encore très réduits parce que incapacité des gens de se déplacer. Et c'est pas un sujet d'attractivité de la capitale, c'est un vrai sujet en fait d'impossibilité de pouvoir faire ce qu'on voudrait et d'avoir la liberté de voyager comme on voudrait. Donc tant que cette liberté n'est pas complètement recouvrée, ça ne sert pas à grand chose non plus de faire trop d'événements et trop de promotions. On avait le même sujet sur les gilets jaunes où on faisait la promotion et puis le samedi d'après on recommençait. Donc à un moment donné on dit ça sert à rien en fait. Donc du coup je pense qu'il faut être là assez prudent. On a beaucoup travaillé sur les habitants et sur les franciliens pour les réengager aussi dans une redécouverte de la ville. Parce que c'est aussi un moyen de piloter de la reprise pour les activités touristiques. Et en plus, c'est une vraie... en ce moment, je vous engage à aller visiter les principaux monuments de Paris parce que c'est absolument incroyable. On est dans des jauges qui sont au tiers ou au cinquième, effectivement, de ce qu'on a d'habitude, par la force des choses. Et donc, ça donne une expérience de visite qui est absolument incroyable. Donc, ça, c'est sûr que très égoïstement, c'est ça. À chaque fois qu'on se promène dans un musée ou qu'on va voir un bâtiment un peu... harcelé par le public d'habitude, on est presque tout seul, c'est une expérience magnifique. Donc il faut en profiter, donc on engage les franciliens à en profiter, c'est vraiment l'occasion de redécouvrir notre patrimoine, on a la chance d'avoir une ville qui est absolument magnifique. Après on a aussi beaucoup de chance d'avoir une ville avec beaucoup d'extérieur, beaucoup de balades possibles, maintenant beaucoup de pistes cyclables, donc on peut également en profiter. Et puis on continuera à promouvoir tous ces services-là, bien évidemment, à la rentrée.
Après, encore une fois, c'est ce que je disais aussi sur les salons. En fait, on n'est pas dans un virage à 180 degrés. Toutes ces offres-là, elles existaient déjà, en fait. Donc, on était déjà dans une vraie recherche expérientielle pour le touriste qui cherche le petit coin caché, la balade que les autres ne font pas, etc. Ouais. Donc, on a travaillé là-dessus depuis déjà des années. C'est un coup d'accélérateur et un coup de projecteur formidable sur toutes ces offres et sur tout ce fabriqué à Paris, sur tous ces artisans, ce savoir-faire, ces petites activités qui sont cachées, secrètes et qui sont géniales. Hmm. Et du coup, est-ce que tu penses que voilà, ça va s'inscrire dans la durée et qu'on va réfléchir le tourisme différemment demain? Ou est-ce que c'est juste voilà, une mauvaise passe et que tout va revenir un peu à l'ancienne? Non, alors après, je pense qu'il y aura des comportements. Aujourd'hui, on a des comportements un peu marqués temporaires, je dirais, sur notamment les conditions sanitaires. Mais qui seront peut-être durables en partie. Donc, d'abord parce que je pense que ça va s'installer dans le temps et que c'est pas demain qu'on arrêtera les ports des masques et le gel hydroalcoolique d'une manière générale. Après, comme je le disais, on n'est pas non plus dans une révolution, donc ce sont des comportements qu'on avait déjà commencé à adopter, donc ça Oui, va aller plus vite. Donc, on va pas changer du tout au tout. Je pense que sur le loisir et la clientèle individuelle, on va être vraiment dans une logique où les gens ont envie de voyager, vont continuer à voyager. hmm, Après, ils vont faire un peu plus attention en termes sanitaires et de précautions peut-être qu'avant. En tout cas, à court terme, c'est sûr. Peut-être que ça s'inscrira un peu plus durablement et qu'on sera un peu plus vigilant à ce genre de comportement, ce que font déjà d'ailleurs les pays asiatiques depuis des années, ouais, ce que nous ne faisions pas par notre côté latin. Donc à nous de trouver le bon curseur pour ne pas perdre non plus notre chaleur humaine et notre convivialité, ça fait partie des sujets. En revanche, on aura peut-être des comportements un peu plus durables et un peu plus différents sur la partie affaires. C'est-à-dire qu'effectivement, je crois que la majorité d'entreprises ont découvert le télétravail, qu'elles ne connaissaient pas bien, que finalement ça fonctionne pas mal. Donc sans remplacer les rencontres, mais je pense qu'effectivement, on aura peut-être moins de déplacements journée, mais qui sont pas très contributifs et pas très éco-responsables non plus, ouais, d'aller-retour Londres-Paris ou ouais, pour rien du Lisbonne-Paris, tout. etc., pour pas grand-chose. Ça Ouais. sera peut-être remplacé par des réunions comme on fait là. En revanche, peut-être que du coup, comme je dis souvent, hein, je l'ai dit dans pas mal d'interviews, mais à chaque crise correspond une opportunité et même si ça diminue, peut-être que ça va être l'occasion que les voyageurs d'affaires en fait viennent peut-être moins souvent, mais plus longtemps. Et c'est beaucoup plus contributif pour nous tous en termes économiques et en termes touristiques d'avoir Ouais, quelqu'un qui reste 3 jours au lieu de faire un aller-retour dans la journée où finalement il découvre rien du tout de la ville, quoi. ouais, Donc carrément. peut-être qu'il vaut mieux qu'ils viennent qu'une fois par mois, mais 3 jours. Donc voilà, je sais pas. Pour le coup, je pense qu'il y aura des changements de comportement sur les voyageurs d'affaires. Écoute, nous, pour l'anecdote, on vient de finir un hôtel qu'on avait en chantier et comme on était encore confinés au Maroc à l'époque, on l'a fini en WhatsApp vidéo en disant voilà, tu mets le cadre là, tu mets le Ah fauteuil oui. là, etc. Donc finalement, ça marche alors que tu m'aurais parlé de ça il y a quelques temps, je t'aurais dit mais jamais. Et voilà, je pense que la nature humaine est faite de telle sorte on sait s'adapter à des situations un peu étonnante. Après, est-ce que la digitalisation du tourisme, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est vraiment envisageable? Ouais, non, parce qu'en fait, ce qui fait la force du tourisme, c'est de découvrir des cultures autres et d'être présent, enfin de les vivre. Ouais. Par le digital, on les vit pas. Mm. Donc, on peut toujours dire qu'on va aller visiter la Tour Eiffel, mais si on la voit qu'en vidéo, on n'est pas du tout effectivement dans cette logique-là. Donc, le côté expérientiel ne sera jamais remplacé par le digital. Le digital c'est de la réalité augmentée, c'est très bien, Oui, c'est de l'augmentation de l'expérience. C'est parfait, ça permet de faire du relais, de préparer, de vivre d'autres choses. Mais rien ne remplacera jamais effectivement cette relation-là à l'objet et effectivement à l'autre à un moment mm. donné. Donc en revanche, on aura peut-être pris conscience un peu plus, ce qui était déjà aussi une tendance, mais ça sera probablement une accélération de cette prise de conscience d'un tourisme plus respectueux, plus durable, plus responsable, parce qu'on sera Ouais, aussi plus vigilant, nous, à ce qu'on laisse derrière nous en tant que touristes ouais. dans un autre endroit, en fait. Non, et puis tu vois, nous, on fait un hôtel à Rome, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on allait à Rome ces derniers temps, on voyait les hordes de touristes chinois qui déboulaient avec leurs petits drapeaux et leurs trucs. Et tu te dis, mais c'est pas possible parce que du coup, les Romains ne peuvent plus vivre dans leur ville. Du coup, il y a des dégradations énormes qui sont faites. Et je pense que tout ça, c'est malheureusement parce qu'il y a des gens qui vont souffrir de ça. C'est pas, c'est peut-être pas l'avenir du tourisme. En tout cas, on aimerait Non, un mais ça fait tourisme. longtemps que ça n'est plus l'avenir du tourisme. Donc, ça fait longtemps que, d'ailleurs, à Paris, c'est très peu le cas. Le poids des groupes pèse très peu Oui, par rapport au tourisme individuel. Et on est déjà dans cette logique-là depuis longtemps. Donc, après,
Je pense que ça dépend effectivement des endroits. Il y a des endroits qu'il faut savoir préserver. Nous, on a la chance d'avoir une ville qui est quand même très riche en termes d'expérience et de facettes différentes, donc qui permet aussi la dispersion des flux touristiques de manière absolument incroyable. Donc, on a beaucoup de repeaters aussi. On a la chance d'avoir beaucoup de gens. On a plus de 2 tiers des gens qui reviennent plusieurs fois à Paris. Donc, on n'est pas dans cette logique primo-visiteur, je coche les cases, il faut que j'ai vu le Louvre, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Je pense qu'on est très loin de ça aujourd'hui à Paris. Et de toute façon, d'une manière générale, je pense que le touriste de demain, mais comme celui déjà d'aujourd'hui, était déjà plus comme ça en fait. On est déjà dans une logique assez différente. Ouais. Bon, alors du coup, à titre perso, ton petit coin secret de Paris, c'est quoi? Eh bien, mon quartier, je vais rester dans mon quartier, que j'ai bien redécouvert pendant cette période de confinement. Mais j'ai la chance d'habiter à côté de Montmartre, donc c'est relativement facile. Mais je trouve qu'effectivement, les bistrots de quartier, les petits cafés où on peut prendre un petit café en terrasse, effectivement, le café au comptoir, etc., restent des endroits absolument fabuleux. Et moi, c'est probablement ce que je préfère aujourd'hui dans Paris. Bon. Et les marchés aussi, quand même. Moi, j'adore. Oui, aussi. Mais effectivement, rien ne remplace le petit café du comptoir, je trouve, avec la relation humaine, effectivement, avec le serveur. Alors, en ce moment, il a un masque, donc c'est moins sympa. Mais quand même, ça fait partie, effectivement, du show. Et puis, alors, pour le coup, le dispositif, je trouve, des terrasses qu'on a mis en place aujourd'hui est vraiment sympa. Donc, ça permet quand même de créer… Je sais pas ce que vous allez faire avec ça, mais moi, j'adore que tous les espaces soient envahis par les terrasses qui, comme ça, prennent plus de place et tout. C'est génial. Alors, je sais pas si vous allez pouvoir conserver ça, mais en tout cas… Il a été dit, la maire de Paris a annoncé que c'est un dispositif qui serait probablement pérenne, en tout cas qui reviendrait. Donc, ça fait partie des choses sur lesquelles on réfléchit, bien sûr. Ah bah, c'est top. Franchement, c'est top parce que du coup, on a plein de terrasses à notre disposition. On a plein de façons de profiter de la ville à l'extérieur. Et c'est vrai que contre vents et marées, le Parisien adore être dehors en terrasse, même si c'est un temps un peu dégueu. Moyen. Voilà. On s'en fout, on est toujours content de rester en terrasse. Oui, mais je crois que ça participe à cet effort de communauté, en fait, de participation à la vie, en fait, de la ville, en fait. C'est ça qui est sympa dans Paris et probablement ce que moi je trouve vraiment sympa quand je parlais du café, mais c'est cette vie de quartier, en fait. On a la chance d'avoir quand même une multitude de quartiers dans Paris dont on peut vraiment profiter et qui sont autant d'éléments à découvrir à chaque fois avec une vraie vie différente de l'autre, de la relation en fait qu'on peut créer, même à distance, parce qu'on arrive quand même à créer du lien et ça c'est absolument incomparable. Carrément. Moi, je sais que pour rien au monde, j'abandonnerai mon petit café du matin. Et même maintenant que j'habite plus en France à l'année, quand je reviens, c'est le premier truc que je fais. Et ben voilà, tu vois. Voilà. Et du coup, pour les vacances, alors, parisiennes? Non, pas que parisiennes quand même. On va aller prendre un peu l'air, donc un peu à la montagne beaucoup. Donc cette année, moi je vais fuir la plage, que déjà je n'aime pas beaucoup, mais je pense qu'il est assez raisonnable là de ne pas aller dans des côtes trop peuplées. Et donc effectivement, moi je vais privilégier la montagne. Très bien. Bon. Voilà. Et alors du coup, une dernière question. Si tu avais un conseil à donner à tous ces gens qui se lancent dans leur propre business, aux entrepreneurs, à ces jeunes qui ont besoin de se réinventer, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Parce que de notre point de vue, on sait que le monde de demain sera quand même toujours un peu différent de ce qu'il a été jusqu'à maintenant. Quels sont les bons conseils à donner pour l'avenir? Alors, je suis pas sûre que ce soit des conseils qui soient liés forcément à la période, mais d'une manière générale, je pense qu'il ne faut jamais oublier ce pourquoi on a fait les choses au départ. Donc, rester assez fidèle à soi-même et à ses convictions, parce que c'est facile de se perdre en route. Ne pas oublier effectivement le pourquoi en fait on fait les choses et pas seulement les nôtres, mais aussi pas seulement ses convictions personnelles, mais quand on veut monter un business, à un moment donné, l'intérêt c'est quand même qu'il fonctionne. Et donc, c'est pas seulement de se faire plaisir, donc c'est aussi que ça réponde à un vrai besoin. Donc, ce qu'on disait sur les salons est valable pour tout type de business. Si ça répond pas à un besoin, ça peut pas fonctionner. Donc, ne pas oublier aussi, du coup, de se remettre dans cette réalité à un moment du terrain qui est de dire, je réponds à une demande et je suis capable, effectivement, d'apporter cette réponse et ce service. Donc, du coup, ça a une chance de marcher. Et après, effectivement, rester fidèle à ses convictions, mais pas oublier non plus
qu'il y a des gens qui sont capables d'aider, donc ne pas refuser. On n'a jamais la science infuse tout seul, on ne fait jamais rien tout seul. Ouais. Et donc je crois que c'est très important aussi de savoir se constituer un réseau j'allais dire des mentors, je ne sais pas si c'est des mentors, mais en tout cas de gens qui sont capables, avec qui on peut échanger, qui sont capables de challenger en toute bienveillance. Mais qui sont capables du coup de nous faire remettre en cause aussi nos idées. Et moi, je sais que j'ai jamais autant avancé que quand j'ai eu autour de moi des groupes de gens sur certains secteurs d'activité qui m'ont appris les choses. Donc, il faut savoir être à l'écoute pour pouvoir apprendre, parce que c'est la force qu'on a, c'est de pouvoir apprendre et en refaire quelque chose. Donc, le digérer, le refaire et innover à partir de ça. Mais on peut pas tout savoir au départ, donc ça ne marche pas comme ça. Ouais, mais moi, j'aime beaucoup cette histoire de mentor, de transmission. Ça aussi, c'est un truc qui est très français, je trouve, et de fait très parisien aussi. C'est cette notion d'avoir des anciens derrière soi et des jeunes devant et d'être finalement un passeur de plein de choses, aussi bien en termes d'apprentissage que de relations. Donc, c'est super. Merci de cette réflexion. Mais j'y crois vraiment, donc c'est totalement sincère. Bon, super Corinne. Bah écoute, merci beaucoup. C'était vraiment sympa de pouvoir faire ce petit talk. Et puis bah, j'espère qu'on se verra en vrai bientôt. Avec masque. Aussi, avec masque, on verra, ou loin, on verra. Mais bon. Merci aussi de m'avoir invitée. Ravie d'avoir pu participer. Bon, je te fais un gros bisou. Merci. Florian t'embrasse aussi. Bisous. Ouais, on t'embrasse. Je vous embrasse. Au revoir. Ciao.